Alors bonjour à tous, j'espère que déjà vous m'entendez bien, vous me voyez bien. N'hésitez pas à utiliser le chat pour me dire, si vous m'entendez bien. On va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte pour qu'on puisse démarrer, tout simplement. A priori, c'est bon pour tout le monde. Bonjour à tous en tout cas. Vous avez l'air assez nombreux, donc c'est plutôt agréable. OK, donc tout le monde m'entend bien, c'est parfait. Donc moi, je m'appelle Alexandra Murcier, je suis diététicienne nutritionniste. On va être ensemble pour 1 heure aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment, apprendre plein de choses sur la nutrition. Le but, c'est vraiment que ça soit actionnable pour vous dans votre quotidien, facile à mettre en place. Donc vous allez voir, on va avoir un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc il ne faudra pas hésiter à me dire si vous avez des questions. Voilà, je vous montre un petit peu les slides, le programme en attendant. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est moi, mon petit parcours. On va aborder tous ces thèmes aujourd'hui ensemble. J'attends encore 2 minutes que tout le monde soit connecté. Voilà. Bonjour à tous, pour toutes les personnes qui nous retrouvent. Enchantée, donc c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont en train de se connecter, donc on va attendre encore un tout petit peu. Donc c'est moi qui vais animer ce webinaire. On va aborder ces thèmes aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez passer un super moment. Vous allez apprendre plein de choses sur la nutrition. Il y a 900 personnes qui sont connectées. Voilà, j'attends encore 1 minute et on lance tous ensemble. On va faire un petit exercice, vous verrez, de dégustation en pleine conscience. On va avoir des exemples de recettes. On va aborder l'alimentation et la perte de poids, le sport. Donc on va essayer de faire quelque chose de très complet qui va je pense, vous intéresser au mieux et qui sera actionnable dans votre quotidien. Et donc ça, c'est moi, voilà. Donc moi, je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je travaille en libéral depuis 2015. Je suis spécialisée dans la perte de poids. J'ai l'habitude de faire des petites interventions en entreprise. Donc je pense qu'on va démarrer ensemble dès maintenant. Alors l'objet de cet atelier, c'est composer sa lunchbox et d'avoir des conseils sur votre alimentation au quotidien. Donc le thème d'aujourd'hui, on va commencer par quelques petits chiffres marquants pour faire un petit point en fait sur l'alimentation actuelle. On va faire un exercice de dégustation en pleine conscience, tout simplement parce que je pense que c'est important de savoir quoi manger, mais c'est aussi important de savoir comment manger et de se rendre compte que notre environnement extérieur il joue énormément sur la façon dont on mange. Bien sûr, vous allez avoir des conseils dans votre quotidien pour des pratiques pour bien manger. Donc, on abordera un peu mieux l'alimentation en pleine conscience. Vous aurez des petits exemples de recettes faciles. On abordera le sport et la perte de poids et on verra avec un petit quiz des petites idées reçues sur l'alimentation, comment on peut améliorer les choses, tout simplement. Vous aurez un replay à la fin du webinaire automatiquement que vous pourrez consulter pour pouvoir revoir si vous avez des questions, avoir envie de revoir tout ça, pas de souci, vous aurez le replay. N'hésitez pas à faire des petites, si vous avez des questions tout au long du webinaire, les poser dans le chat, on les abordera à la fin. Mon collègue Thomas sera modérateur et sélectionnera des questions pour la fin. Donc voilà, je reviens très rapidement sur mon parcours. Donc moi, je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire par la FDN. Je travaille en libéral, donc principalement depuis 2015. Je suis spécialisée dans la perte de poids et j'ai l'habitude de travailler en entreprise sous forme de webinaires, de conférences, etc. Alors déjà, première chose, je pense que vous vous êtes déjà dit que vous connaissiez ce qui était bon
pour vous. Souvent, on sait comment, enfin, on sait ou on croit savoir comment bien manger. On a l'impression d'entendre beaucoup de conseils sur l'alimentation dans les médias, je pense dans les médias, sur Internet, tout le monde en parle, tout le monde a cette idée sur comment manger, et puis on est quand même assez sensibilisé. Il y a plein de campagnes de sensibilisation ces dernières années sur l'alimentation saine, sur quoi manger, etc. Mais souvent, en fait, on est confronté à comment je le mets en place, en fait. J'arrive pas à l'intégrer dans ma vie, et parce que je sors trop, je bois trop d'alcool parce que je sors trop, parce que j'ai beaucoup de repas à l'extérieur, j'ai beaucoup de repas chez des amis, etc. Et donc, en fait, on est confronté entre les messages qu'on entend sur comment bien manger et comment le mettre en place dans son quotidien. Donc là, moi, le but de ça, de cet échange aujourd'hui avec vous, c'est d'essayer justement de vous aider à vous rendre compte que c'est possible de le mettre en place dans son quotidien facilement. Tout simplement parce que déjà, le but d'une alimentation saine, c'est pas de faire quelque chose de parfait tout le temps. Il faut viser plutôt quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme, en fait. Il faut partir de votre alimentation actuelle et de voir comment vous pouvez la corriger en gardant des petites habitudes sur le long terme. Une alimentation parfaite, ça n'a pas de sens, ça a très peu d'intérêt en fait de partir sur quelque chose, de vouloir partir sur quelque chose de parfait. L'important, c'est d'essayer de viser du 80% de bien et 20% de moins bien. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui est mauvais pour notre santé, pour notre poids, etc., c'est l'accumulation des écarts tout le temps. C'est pas le fait de faire un écart une fois de temps en temps. Et ça, déjà, quand on le comprend, quand on l'intègre, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile à tenir sur le long terme. Parce que si vous engagez, si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, si vous voulez changer votre alimentation, et que vous partez sur quelque chose de drastique, en fait, vous ne le tiendrez jamais sur le long terme. C'est le principe des régimes. Donc il vaut mieux essayer de changer son alimentation doucement et de mettre en place des choses facilement dans son quotidien, plutôt que de vouloir viser quelque chose de parfait. Donc ça, c'est la première chose. Donc, définir clairement son objectif, et tout simplement essayer de faire des petites améliorations faciles au quotidien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais revenir sur ma slide. Je ne vais pas revenir sur ma slide, juste. Pardon, c'est bon. Donc moi, mon processus d'accompagnement, c'est de mettre en place des petits conseils facilement au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, quand on consomme trop de soda, je dis n'importe quoi, tout le monde sait que c'est pas bon de boire du soda, mais souvent, je vais au resto, je suis avec des amis, on va boire un verre, donc il faut que je commande quelque chose. Moi, ce que je vais proposer, c'est simplement de réduire, en fait. Plutôt que de se dire, je ne bois plus du tout de coca, c'est plutôt, j'essaie de réduire de 50% ma consommation. Et ça, c'est accessible à tous. Et c'est facile à mettre en place. Beaucoup plus simple que de se dire, j'arrête complètement d'en consommer. Ensuite, c'est aussi vous apprendre à mieux manger sans vous frustrer. Parce que plus vous vous frustrez, plus il y a de la frustration dans l'alimentation, plus on a tendance à recraquer derrière. Et ça, c'est spécifique pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Tout le monde a ce processus-là, en fait, c'est normal. Plus on se frustre, plus on a tendance à vouloir craquer. Donc, ce qu'il faut viser, c'est une alimentation où on garde du plaisir. Le plaisir de l'alimentation, c'est ultra important. Ça joue même typiquement le fait de manger, de garder du plaisir dans l'alimentation, ça joue même sur une hormone qui crée de la satiété, en fait. Donc, par exemple, le fait de manger tout le temps la même chose, d'être dans un régime hyper restrictif, ça va faire que ça va finir par déréguler, en fait, votre système hormonal et votre appréciation, en fait, de votre sentiment de satiété. Donc, c'est vraiment très important. Et ensuite, vous donnez des tips pour des situations de la vie courante que vous avez du mal à gérer. Donc, n'hésitez pas sur le chat dès le début à mettre ces situations de la vie courante que vous avez du mal à gérer pour qu'on puisse les aborder à la fin. Moi, par expérience, je sais que les situations qui sont les plus difficiles, c'est souvent le fait d'être à l'extérieur, de manger à l'extérieur. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on mange au resto, quand on est invité chez des amis, etc., on n'a pas forcément le choix du menu, effectivement. C'est sans on a le choix de savoir ça quand on plus, on a le choix de manger lentement pour mieux ressentir la satiété, etc. Et donc tout ça, c'est déjà des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. On a le choix, par exemple, d'éviter de cumuler des écarts. On a le choix de ne pas se resservir. Donc cette difficulté qui revient assez souvent chez des personnes qui me disent « j'ai du mal à l'extérieur », on peut aussi travailler sur l'aspect comportemental. C'est ça que je voulais vous dire, tout simplement.
Alors, je vais démarrer par quelques chiffres qui sont assez parlants. Actuellement, il y a 21 millions de Français qui sont en surpoids ou obèses, donc c'est énorme, c'est pratiquement un tiers de la population. Il y a eu une augmentation avec le Covid de par la sédentarité. Donc ça, c'est un truc qu'il faut retenir, c'est que l'activité sportive, mais surtout l'activité quotidienne, ça aide à lutter contre le surpoids et contre l'obésité. Il faut retenir que le sport, bien sûr, c'est important, mais le fait de bouger au quotidien, de marcher, de prendre les escaliers, etc., c'est aussi important pour lutter contre le surpoids. Et ça, pour le coup, c'est accessible à tous parce que ça ne demande aucun effort financier, en fait, d'aller marcher, tout simplement. On peut tous aller se dire sur l'heure du déjeuner ou le soir, surtout en ce moment qu'il fait beau, se dire je vais aller marcher une vingtaine de minutes. Et ça joue vraiment par rapport à notre poids. Ensuite, il y a 3,5 millions de Français qui sont diabétiques, et ça, c'est une conséquence directe de l'augmentation de notre consommation de sucre, en fait, de sucre ajouté. On a une consommation en France qui est beaucoup trop élevée, donc il faut essayer de consommer le moins possible de produits transformés, d'essayer de faire soi-même un maximum de choses, ça revient moins cher aussi que d'acheter que des produits transformés. On peut, un petit tips hyper facile à mettre en place dans votre quotidien, c'est quand vous faites un gâteau, de réduire de 50% la quantité de sucre qui est présente dans votre recette. Vous allez réduire et en fait vous gardez le même goût et la même texture sur le gâteau, mais au moins vous réduisez beaucoup votre consommation de sucre. Et quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, c'est qu'un tiers des cancers pourrait être évité grâce à une alimentation plus équilibrée. En fait, le fait de consommer trop d'acides gras saturés, trop de sucre, ça a une incidence directe sur notre état de santé, au-delà du diabète, mais même sur la survenue de cancer. C'est vraiment documenté scientifiquement, il y a des études qui le mettent en évidence. Donc, le fait d'adopter une alimentation qui va être plus riche en antioxydants, notamment, donc en vitamines, minéraux, donc en fruits et légumes, le régime méditerranéen, donc poisson gras, les huiles, etc., ça joue vraiment sur le risque de cancer. Donc ça peut être quand même vraiment important puisque l'incidence des cancers, elle augmente continuellement. Donc voilà, il y a le poids, le diabète et la survenue de cancer. 3 types de motivation. Ensuite, quelques autres petits chiffres. On parle beaucoup du sucre, mais on oublie souvent de parler du sel. La consommation de sel des Français, elle est en moyenne de 10 grammes par jour. C'est beaucoup. Les recommandations de l'OMS, c'est 6 grammes de sel par jour. Ça augmente le risque d'hypertension sur le long terme. Ça abîme notre système cardiovasculaire. Pour les femmes, ça augmente aussi la rétention d'eau. Donc le fait de réduire sa consommation de sel, c'est ultra important aussi. Et c'est pareil, on peut le mettre en place très facilement, tout simplement en goûtant avant de saler. Il y a beaucoup de gens qui salent sans goûter, en utilisant plus d'épices pour contrebalancer. Utiliser moins de sel, mais plus d'épices. Voilà, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, c'est vraiment important. La consommation de sucre en France, donc pour revenir dessus, elle est en moyenne de 95 grammes par jour, et la recommandation, c'est 50 grammes maximum. Donc on est vraiment à 2 fois plus que les recommandations. Donc, utiliser le moins de produits transformés possible. Peut-être apprendre à lire les étiquettes aussi. Alors, je sais que souvent, j'ai beaucoup de questions sur les applications mobiles qui permettent de scanner, etc. Donc ça peut être intéressant si on sait bien lire. Tout simplement, lire les étiquettes, c'est un truc que vous pouvez faire de vous-même. Il y a la mention glucides, dont sucre, qu'il faut regarder. En fait, c'est celle-ci qui met en évidence le sucre ajouté. Donc, si vous avez le choix entre 2 produits équivalent, je sais pas, 2 boîtes de carottes râpées, parce qu'on peut retrouver du sucre dans les carottes râpées, tout simplement, vous choisissez celui qui a la mention glucides dont sucre la plus basse. Et ça, c'est un conseil facile à mettre en place au quotidien. Des conseils pour remplacer le sel ou le sucre, vous avez des petites demandes sur ça. Alors, le sel, vous pouvez le remplacer par du gomasio. Le gomasio, c'est un mélange de sel et de graines de sésame qui apporte moins de sel, du coup. Mais aussi, tout simplement, du poivre, plus d'épices, plus d'aromates. Ça peut être intéressant. Puis, il faut savoir aussi que notre palais, autant pour le sucre que pour le sel, il s'habitue très vite. Donc, par exemple, quelqu'un qui boit du café sucré et qui réduit sa consommation de sucre, ou qui retire le sucre dans le café, au début, c'est difficile. Et puis, au bout de 15 jours, on ne peut même plus boire un café sucré tellement on trouve ça trop sucré. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment cet effet d'habituation. Pour remplacer le sucre, alors ça dépend dans quoi. Il y a la stevia qui peut être intéressante, mais il ne faut pas la chauffer, sinon ça donne un goût qui n'est pas forcément très bon. Donc, typiquement, dans le café, ce n'est pas forcément idéal. Geneviève,
de remplacer, réduire la consommation de sucre, hein, encore une fois, réduire de 30-50% dans un gâteau, c'est parfait. On peut utiliser du miel qui va être un petit peu plus riche quand même en minéraux. On peut utiliser pour les édulcorants du xylitol à la place de l'aspartame. Le xylitol, il a l'avantage de ne pas faire varier la glycémie, de ne pas faire varier le taux de sucre dans le sang, donc il est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Voilà, on peut utiliser du sucre de coco, du sirop d'agave, ce genre de choses, mais tout simplement le fait de réduire, ça peut être très bien. Sur mes slides. On va faire donc un petit exercice de dégustation sensorielle. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Moi, c'est pour vous montrer à quel point l'impact de notre environnement et de nos sensations sur notre prise alimentaire est important. Donc, je vais vous demander juste d'être guidé par ma voix, simplement de fermer les yeux, donc, pendant que je vous parle, et de fermer les yeux, de vous concentrer tranquillement sur les sensations que vous avez sur vous, la chaleur de la pièce, la température extérieure, les points de contact éventuellement de votre corps sur votre chaise, etc. Et puis je vais vous demander d'imaginer un aliment de votre choix, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, que vous préférez. Je vais vous demander de visualiser cet aliment devant vous et de vous concentrer sur l'aspect visuel dans un premier temps. Sa couleur, sa forme, l'aspect, peut-être imaginer de le sentir avec vos doigts, de toucher avec vos doigts. Vous pouvez peut-être essayer d'imaginer sa senteur, l'odeur. Et puis, vous pouvez essayer de vous visualiser en train de le consommer. Alors, ça peut être un aliment que vous ouvrez, hein, s'il a un emballage. Ça peut être un aliment que vous épluchez, tout simplement. Et puis, je vais vous proposer donc de croquer dedans, et visuellement toujours, et de ressentir, de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez l'impression de saliver plus? Est-ce que vous arrivez à ressentir ce goût dans votre bouche? Est-ce que vous avez envie d'en consommer plus? Est-ce que c'est un aliment, si vous n'aimez pas, qui vous dégoûte? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment sur ce moment-là? Est-ce que ça vous donne faim? Est-ce que ça vous donne envie de manger? Est-ce que c'est pas la même chose d'avoir faim et d'avoir envie de manger? Tout simplement, voilà, vraiment ressentir tout ça, vous concentrer sur ces sensations corporelles, sur ces sensations que vous ressentez dans votre bouche, dans votre nez, sensation de plaisir ou de dégoût, en fonction de l'aliment que vous avez choisi. Et ça va nous resservir tout à l'heure, donc là vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Ça va nous resservir, alors n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires déjà sur ce que vous avez ressenti dans le chat, ça peut être intéressant. Mais ça va nous servir tout à l'heure quand on va parler des sensations corporelles et de l'alimentation en pleine conscience. Ah, il y a Elodie qui nous a, je fais remonter à la personne qui travaille avec moi, il y a Elodie qui nous disait qu'elle essaie de se connecter, que ça lui indique de demander d'ajouter plus de place. Je pense qu'on est tellement au complet qu'il y a plus de place. Ça marche bien, donc voilà, vous avez l'air d'avoir ressenti des choses, donc c'est plutôt intéressant. Donc en fait, on va en reparler tout à l'heure. Là, maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, tout simplement, c'est quelques concepts qui peuvent se ressembler, mais qui ne sont pas vraiment les mêmes, et qui vous permettent éventuellement de mieux manger dans votre quotidien, en fait. Souvent, ça, c'est aussi quelque chose qu'on me remonte en consultation, c'est, je suis obligée de prendre tous mes repas à l'extérieur, à la cantine, ou à la cantine, ou alors j'apporte mon plat, ou alors je ne sais pas où manger à l'extérieur. Qu'est-ce que je dois manger? Comment faire? Comment manger sainement quand on est au bureau? Alors, il y a trois principes. Il y a le principe du batch cooking. Le batch cooking, c'est un principe anglais qui permet de cuisiner un petit peu à l'avance le week-end pour la semaine. Donc, ça permet d'apporter son repas de midi. Déjà, ça a un avantage financier important parce que quand on pense ces menus à l'avance, justement, il y a moins de gâchis. On fait moins de gâchis et donc on fait des économies financières. Donc ça peut être déjà assez intéressant. Ensuite, on mange plus sainement parce que forcément, on contrôle beaucoup mieux ce que l'on mange que quand on mange à l'extérieur tout le temps. Ensuite, c'est une charge mentale en moins sur les repas de la semaine parce qu'on peut le faire
on peut le faire pour le soir également, on peut le faire pour tous les repas. Et donc du coup, on n'arrive pas chez soi en se disant: «Oh, je ne sais pas quoi manger, qu'est-ce que je vais manger?» et cetera. Donc du coup, voilà, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps sur la semaine, ça vous fait aussi un temps que vous pouvez partager en couple ou en famille éventuellement, qui peut être intéressant, ça peut être un temps de partage, notamment les enfants adorent cuisiner, avec les parents. C'est aussi une bonne manière, je trouve, de les sensibiliser à l'alimentation. Donc ça peut être, un truc à faire tous les week-ends, voilà, se bloquer 2 heures sans que ça prenne un temps énorme, hein, mais simplement, voilà, mettre 2 heures dans son quotidien, ça peut être bien. Donc on utilise le principe du batch cooking, c'est donc de cuisiner différents types d'aliments, alors par exemple faire plein de lentilles, du riz, une grosse poêlée de légumes, etc., pour qu'au dernier moment, vous ayez juste à assembler un peu les choses et vous faire des repas sains toute la semaine. Vous pouvez tout simplement faire un mix entre le batch cooking et l'assemblage. Moi, c'est le deuxième concept dont je voulais vous parler, c'est l'assemblage, la méthode de l'assemblage. L'assemblage, c'est le fait d'apporter en fait d'utiliser des aliments bruts que vous pouvez acheter par exemple au supermarché près de votre bureau et de vous faire un repas sain avec. C'est typiquement par exemple se dire j'ai qu'un micro-ondes ou j'ai que des ustensiles de cuisine à mon bureau. Donc je prends une salade, je prends 2 tranches de blanc de poulet ou une petite boîte de thon et je prends un petit sachet de quinoa à réchauffer au micro-ondes et du coup je me retrouve avec un plat sain qui va être fait juste avec des aliments bruts. Donc ça c'est le principe d'assemblage. On peut faire un mix en fait entre l'assemblage et le batch cooking, donc utiliser par exemple ramener des lentilles et puis acheter simplement 2 tranches de blanc de poulet que vous allez mélanger avec. Je vous donne des exemples d'aliments un peu au hasard, mais pour vous faire comprendre que vous pouvez. En fait, l'assemblage est une déclinaison du batch cooking et vice-versa. L'assemblage, c'est plus intéressant que des plats préparés, parce qu'on pourrait se dire, bon, au final, pour se retrouver, enfin, pour prendre une salade composée, autant acheter une salade composée déjà faite. Mais c'est mieux parce que vous allez avoir un meilleur contrôle de la composition nutritionnelle et des quantités. Donc vous allez pouvoir choisir un peu mieux vos aliments, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir du bio si vous en avez envie, vous allez pouvoir vérifier la quantité de sauce vous-même, etc. Ça évite aussi l'idée d'acheter des menus, parce que souvent quand on mange à l'extérieur, on est tenté avec les menus entrée, plat, dessert, etc., qui sont souvent plus sucrés. Et ça ne nécessite pas de vraie cuisine ou beaucoup d'ustensiles. C'est vraiment simple en fait. Moi, ce que j'appelle assemblage, c'est pouvoir manger sainement au bureau avec 0 ustensile en 5 minutes. Enfin, avec juste une fourchette, un couteau, en 5 minutes, c'est juste un micro-ondes. Donc c'est vraiment facile à mettre en place un peu partout. Donc meilleur contrôle de la composition nutritionnelle. Et enfin, il y a le concept de la lunchbox. Donc la lunchbox, c'est vraiment le fait d'apporter son repas. Alors, on peut le faire en batch cooking, donc les penser tous à l'avance ou pas spécialement, hein, c'est pas forcément nécessaire non plus. Et là, encore une fois, il y a un meilleur contrôle des quantités, c'est pratique et économique, donc déjà plus économique que d'acheter tout le temps à l'extérieur, parce que le fait d'acheter tout le temps à l'extérieur, c'est quand même un budget énorme. Il y a un meilleur contrôle des quantités, il y a, c'est facile parce que vous pouvez manger aussi n'importe où, donc là, vous pouvez aussi en profiter pour vous dire, bon, j'ai ma lunchbox, donc je vais manger tranquillement dans un parc à côté, ça vous permet aussi d'augmenter votre activité quotidienne, donc c'est super aussi, mine de rien, parce que ça vous permet de bouger plus. Quand il fait beau comme ça, ça peut être intéressant. Et puis, moins de craquage également. Donc, c'est-à-dire que quand on a tout, on n'a pas envie d'aller au supermarché pour comme l'assemblage, donc on va moins forcément craquer. Donc, ça peut être bien. Ensuite, comment l'utiliser, la lunchbox? Donc maintenant, il y a de plus en plus de contenants qui sont hyper variés, qui sont hyper sympas, qui sont jolis, fun, etc. Il y a des trucs spéciaux pour apporter des bananes, il y a des petites fourchettes couteaux en bambou, il y a des petits contenants pour les sauces. Donc on peut vraiment tout faire, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la température de conservation, ça c'est souvent quelque chose qu'on me remonte, on me dit oui mais bon, si je pars le matin, que je prends le métro, il fait chaud. En vrai, ça risque rien du tout si vous partez le matin et que vous apportez pour manger le midi, il n'y a pas de risque bactériologique. Il faut juste faire un peu attention à ne pas ramener du poisson cru, ce genre de choses quand il fait 40 degrés. Mais sinon, ça risque pas grand-chose en fait. Et puis, vous n'êtes pas forcément obligé de faire de la notion d'assemblage. Là, c'est-à-dire que vous pouvez vous rapporter des vrais plats. Hein, si vous faites des lasagnes, je ne sais pas quoi, vous pouvez ramener ce que vous avez envie. En fait, ça peut être des vrais plats cuisinés si vous aimez vraiment manger des vrais plats cuisinés. Je pense qu'il y a une importance de garder un côté joli, une jolie présentation dans ce qu'on mange.
mange. Parce que ça joue aussi sur notre satiété, ça joue sur le fait d'avoir envie de craquer ou pas, ça joue sur... en fait, quand il y a quelque chose qu'on mange qui est joli, qui est bien présenté, on va le manger plus doucement, on va mieux y faire attention. Tout le contexte, en fait, encore une fois, joue énormément. Je vais y revenir quand on va parler de la pleine conscience. Donc, il ne faut pas hésiter à voilà, vraiment bien présenter ce que l'on mange et avoir des contenants un peu sympas. C'est plus important, je pense. Il y a pas mal de questions en fait sur l'assemblage. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes pour qu'on puisse, on a le temps, donc on va essayer de voir ça. Alors, première question, comment lutter contre la fringale de 18 h, retour du boulot à la maison? Donc déjà, en fait, souvent, ça c'est aussi quelque chose qui arrive assez souvent au quotidien, on me dit, j'ai très très faim à 18 h en rentrant, etc. Je mange peu le midi, je fais attention à ce que je mange le midi, mais du coup, le soir, je n'arrive pas à faire attention. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que de la qualité de ce que vous allez manger le midi, va dépendre aussi la qualité de ce que vous allez réussir à faire dans le reste de la journée. Donc, c'est vraiment important de bien structurer son repas du midi. Sinon, si vous mangez trop léger le midi, forcément, vous allez avoir très faim en fin de journée et vous allez manger n'importe quoi. Quelqu'un qui met, on peut aussi mettre la lunchbox dans un petit sac isotherme avec un pain de glace, effectivement. Alors, c'est moins pratique à amener au quotidien, mais c'est possible. Il y a quelqu'un qui met, je ne veux pas prendre de plaisir sur mes repas de midi pour ne pas trop manger, mais en fait, si vous prenez aucun plaisir sur les repas du midi, forcément, enfin, c'est vraiment normal de garder du plaisir de l'alimentation. Donc, si vous mangez de manière vraiment utilitaire le midi, vous risquez de reporter aussi toute votre frustration et toute l'envie de manger sur le moment où vous risquez de craquer le plus, le soir. Donc, c'est pas forcément un bon plan. Moi, je pense que c'est vraiment important de garder du plaisir alimentaire. Ensuite, pour éviter la fringale de 18 h, prendre un fruit vers 16 h, oui, ça peut être un bon conseil. Ça peut aussi être des amandes, des noix, des noisettes, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui demande quelle quantité est idéale pour les aliments du midi. Alors, les quantités, elles dépendent complètement de la personne, en fait. On a un homme d'1,90 m qui fait du sport, il n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une femme d'1,70 m qui va être plus sédentaire. Donc ça dépend. Moi, j'aime pas l'idée de donner des quantités de manière générale parce que sinon, ça vous éloigne de vos sensations corporelles. Ce qui est important quand on fait à manger, on va en reparler après, mais ce qui est important quand on fait à manger, quand on cuisine, etc., c'est de se dire, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'ai faim? Et essayez de vous servir déjà en fonction de ça. Puis surtout, régulièrement, pendant que vous êtes en train de manger, vous demandez où vous en êtes. Ça peut être intéressant. Alors, il y a une question qui est intéressante. Vous préconisez de prendre, enfin, elles sont toutes intéressantes, mais celle-là, elle me parle particulièrement. Vous préconisez de prendre combien de temps minimal pour le déjeuner? L'idéal, c'est de manger déjà au moins en 20 à 25 minutes. Parce que quand on mange en moins de temps que ça, mathématiquement, on n'a pas le temps de ressentir le signal de satiété. Le signal de satiété, il met 20 à 25 minutes à arriver. Donc, si vous mangez en moins de temps que ça, vous n'avez pas le temps de le ressentir et du coup, vous mangez plus. Et ça, c'est un truc qui peut jouer vraiment sur le poids. Il y a des gens qui arrivent à perdre du poids juste en mangeant plus doucement, par exemple. Simplement en faisant attention à leur alimentation, sans faire vraiment attention à ce qu'ils mangent, juste en réduisant les quantités, en mangeant plus doucement. Pour le batch cooking, si je prépare mes repas le dimanche pour la semaine, j'ai peur que la conservation ne soit pas idéale. Alors effectivement, on ne peut pas tout conserver une semaine. En revanche, ce que vous pouvez conserver longtemps, c'est tout ce qui est féculent. Les poêlées de légumes, etc., ça peut se garder 3-4 jours. En fait, si vous les mettez directement dans le réfrigérateur, ça ne bouge pas. Donc ça, vous pouvez les... Et après, vous rajoutez simplement la protéine, si c'est des protéines animales. Et tout ce qui est légumineuse, féculent, légumes, vous pouvez les garder. Ça marche, je continue sur les petites questions. Les Japonais font des boîtes bento qui sont des lunchbox très joliment présentées en général, effectivement, complètement. Alors ça se trouve sur plein de sites, vous pouvez prendre des bento, c'est des petites boîtes qu'on peut empiler en fait, ou qui sont, il y a des qui sont compartimentés, donc ça permet d'avoir une entrée, un dessert, etc. Et c'est très sympa. Il y a plein de recettes possibles et ça peut être une façon d'avoir l'impression de manger exotique ce midi, ce qui est parfois sympa. Ouais, c'est une très bonne idée, Héloïse, effectivement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Vous pouvez dîner dès le retour à la maison ou prendre un goûter si fait en soirée. Les gens se sont répondus entre eux le midi, ok, ça marche. Est-ce qu'il est nécessaire de manger le midi? Ça me fatigue beaucoup. Alors, ça dépend ce que vous mangez. En fait, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que la digestion, c'est un processus qui demande effectivement pas mal d'énergie.
Mais quand on saute le repas du midi, forcément, on a très très faim le soir. Donc on se retrouve en ayant très faim le soir, et ça, c'est pas forcément souhaitable. Ça peut faire prendre du poids sur le long terme de sauter le repas du midi. Donc oui, c'est important de bien manger le midi, pas trop en quantité, sinon effectivement on peut avoir ce petit coup de barre après déjeuner. Mais on va voir après comment composer correctement son assiette du midi pour pas avoir ce coup de fatigue. Je reprends encore une ou deux petites questions avant qu'on parte sur la suite. Donc, les quantités, j'ai du mal à lire, tellement il y en a, ça va vite. Congeler ses lunchbox, c'est bien. Alors, en fait, congeler, c'est encore un autre concept qu'on peut associer un peu au batch cooking, effectivement. Oui, c'est possible, bien sûr, et ça permet justement de se faire des plats à l'avance le week-end pour la semaine, donc ça peut être très bien. Après, on peut tout simplement ramener, effectivement, congeler des lasagnes et laisser le temps de décongélation sur la matinée, c'est très bien. Il faut juste vous rappeler de ne pas recongeler, en aucun cas jamais recongeler, parce que sinon vous allez avoir vous risquez d'avoir trop de risques bactériologiques. En fait. Et enfin, il y a une dernière question, c'est quel complément a une salade pour le repas du midi? Alors une salade, vous allez voir encore une fois, on va détailler ça un petit peu plus tard, mais une salade, il faut qu'il y ait quand même une base de féculents le midi, de riz, de pâtes ou rajouter du pain, parce que sinon vous allez avoir trop faim en fin de journée, et puis des protéines animales ou végétales. Si vous mangez une salade avec que des légumes, en fait, forcément vous allez avoir trop faim ensuite. Alors, je reprends un petit peu mes slides et on continue. N'hésitez pas à continuer avec vos questions. Bon, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on pourra toutes les voir. Donc, la pleine conscience. Je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, parce que, comme je vous le disais, il y a la composition de l'assiette, mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on mange. Il y a tout l'environnement dans lequel on mange. En fait, plus vous mangez rapidement, moins vous avez le temps de ressentir la satiété. Donc en fait, il faut vraiment vous forcer. La pleine conscience, c'est pas se forcer, c'est juste faire attention à son environnement extérieur. Donc déjà, prendre le temps de manger. Je sais que souvent, on est speed le midi, on n'a pas beaucoup de temps, etc. pour consommer son repas, parce qu'on a des réunions, parce qu'on en profite pour aller faire telle ou telle course, etc. Mais vraiment, le fait de manger lentement, en fait, ça permet de ressentir la satiété. Ça permet de faire une pause. Même quand on travaille, en fait, c'est nécessaire de faire une pause. Quand on mange trop vite tout le temps, au bout d'un moment, on se fatigue, on n'a pas cette pause qui est nécessaire, en fait, et notre cerveau, il n'est pas fait pour fonctionner 10 heures d'affilée tout le temps. Donc, c'est important de prendre cette vraie pause pour manger. Ensuite, il faut mastiquer consciemment pour apprécier pleinement. Souvent, on avale automatiquement, très vite, en fait, on ne mastique pas. On ne fait pas attention à ce qu'on mange, on ne se pose pas ces questions de se dire quel goût ça a, quelle consistance ça a, qu'est-ce que je ressens, etc. Et quand on fait ça, en fait, déjà, il n'y a pas le plaisir normal de l'alimentation. C'est-à-dire que si on mange son repas hyper rapidement devant un écran, par exemple, notre cerveau, il n'enregistre pas ce que l'on mange. Et donc, comme le plaisir normal de l'alimentation, il est hyper important, et votre cerveau, il va rechercher ce plaisir ailleurs. Donc, vous allez avoir plus facilement envie de grignoter. Donc, moi, je vous déconseille, par exemple, de manger devant un écran, typiquement. Ça, c'est pas forcément bien. Ensuite, le fait de mastiquer, c'est hyper important, même pour notre digestion. Quand on mastique correctement, quand on mâche correctement, en fait, notre digestion, elle commence dans la bouche. Quand on mastique correctement, on prédigère des aliments. Il y a des enzymes qui prédigèrent les aliments. Et donc, ça veut dire que notre estomac, notre intestin, ils vont avoir moins de travail à faire. Et donc, ça va demander moins d'énergie. Et donc, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, on va être moins fatigué après le repas. Donc, c'est hyper important. Et puis, ça va même jouer sur la qualité de la digestion. On va moins gonfler, tout simplement. Donc, des petits conseils pratiques, ça va être de poser sa fourchette. C'est-à-dire qu'on mange tous comme ça. Il faut essayer de poser votre fourchette entre les bouchées, de mastiquer. Moi, pour les gens qui ont vraiment, alors ça va peut-être vous faire rire ou vous paraître complètement incongru, mais pour les personnes qui ont vraiment du mal à manger plus lentement, souvent je conseille de carrément manger avec des baguettes, en fait, parce que ça va vous allez déjà, ça va visuellement vous rappeler le fait de manger doucement, donc ça va vous interpeller, et donc vous allez vous en souvenir, et puis vous allez forcément manger des plus petites quantités. Donc voilà, vraiment au moins poser sa fourchette entre les bouchées. Et puis surtout, pour faire tout ça, pour manger dans un environnement pleine conscience, je pense qu'il ne faut pas arriver en étant très 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 stressé. Si vous avez passé une matinée pourrie, que vous avez eu plein de réunions, que vous êtes stressé, que vous avez eu des conflits au travail, etc., ça va être beaucoup plus difficile pour vous de manger doucement, de faire attention à vos sensations, que si vous avez pris peut-être
1 minute ou 2, tout simplement avant votre repas pour respirer, pour faire quelques petits exercices de respiration. Il y a des applications, en fait, des applications mobiles, pour faire de la cohérence cardiaque avec, 3 minutes de respiration et ça va vous permettre d'avoir votre repas dans un autre contexte. Et c'est applicable aussi pour les gens qui arrivent chez eux en ayant très faim le soir et grignotent en arrivant parce que ils n'ont pas eu de sas de décompression entre leur journée et leur repas. Donc tout simplement, ça peut être se reposer 5-10 minutes avant d'engager le moment du repas ou le moment de faire à manger. Vous allez voir que vous allez l'aborder complètement autrement. Je ne sais pas si vous avez des petites questions sur tout ça, sur l'alimentation en pleine conscience. Souvent, il y en a. La pleine conscience, c'est vraiment un super concept. Grâce à là, je me suis aperçue que je n'aime pas certains mauvais aliments que je mangeais. Il faut mâcher au moins 20 fois chaque bouchée. C'est difficile au début, mais au final, c'est positif complètement. Exactement. C'est comme un entraînement et vous allez voir qu'à la fin, les gens en sont assez fans, en fait. Alors, jeûne intermittent, on verra à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est possible de manger des congelés? Il faut se savourer, donc ça oui, complètement. Est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important? Bon, donc ça, c'est encore un autre thème, en fait, le petit déjeuner. C'est vrai que c'est important. C'est important de consommer un petit déjeuner quand on a faim, en tout cas. Il ne faut pas se forcer non plus. Les gens qui n'ont pas faim du tout le matin, qui n'ont pas envie de manger, que ça écœure, ça ne sert à rien de se forcer à prendre un petit déjeuner. En revanche, de la qualité de votre petit déjeuner va dépendre aussi la qualité de ce que vous consommez après. Parce que quand on consomme trop de sucre dès le matin, forcément, enfin, il y a des études qui mettent en évidence qu'on a plus envie de sucre toute la journée. Donc ça, c'est vraiment aussi important de savoir un peu bien composer son petit déjeuner. On va faire des webinaires sur tellement de thèmes, en fait. Donc voilà. Marcher 10 minutes après le repas du midi pour lancer la digestion, éviter le coup de barre de 10 heures complètement. Ça vous permet à la fois d'augmenter votre activité physique et de mieux digérer. Donc ça peut être une très très bonne idée. Ça marche. Y a-t-il des meilleures heures pour manger du sucre? Ok. Je vois que vous avez mis des comptes Instagram pour des recettes. Alors je vous donnerai peut-être le lien à la fin aussi si vous avez envie. Il faut manger à quelle heure au plus tard le soir? Alors c'est surtout qu'il faut, c'est pas une heure maximale sur laquelle il faut manger le soir, c'est plutôt qu'il faut laisser un timing entre le moment où vous avez terminé de manger et le moment où vous vous couchez. C'est-à-dire que si vous vous couchez juste après le fait d'avoir mangé, ça peut perturber votre digestion. Donc c'est pas forcément très, très intéressant. Et enfin, je trouve qu'il y a une question intéressante d'Alice là sur l'alimentation en pleine conscience. Manger en pleine conscience n'est pas très convivial car il est difficile de bien mâcher en parlant. Comment faire? Ben écoutez, moi je pense que si, ça peut être convivial. Alors déjà, tout simplement, ça peut être justement le fait de poser sa fourchette entre les bouchées et de discuter en fait entre les moments où vous mangez. Donc ça va rallonger votre repas tout simplement. Déjà, c'est pas top de mâcher pendant qu'on parle. Donc on peut tout simplement avoir un repas plus long, plus convivial, plus sympa, mais où on mange en pleine conscience. Ça peut être aussi tout simplement un sujet de discussion, de dire moi je suis en train de tester ça, bon ça dépend avec qui vous mangez bien sûr, mais moi je suis en train de tester ça en ce moment, est-ce que tu as déjà mangé en pleine conscience, est-ce que tu sais ce que c'est, leur en parler, leur dire voilà moi je fais attention aux sensations. Le fait d'en parler tout simplement, ça va vous le rappeler vous-même en fait. Ça peut être tout simplement ça peut être juste au début vous dire bon, souvent je suis désolée quand on est en train de manger, de parler, on pense aussi à d'autres choses en même temps. C'est juste, entraîner votre cerveau à vous souvenir de ce que vous faites, à manger doucement, etc. Et puis, pas forcément vous caler sur la personne d'en face, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un mange très très vite devant vous, et que vous ressentez le besoin de manger doucement, tant pis, en fait, elle vous attendra à la fin. Et les gens mangent trop vite de manière générale. Ça, c'est aussi un retour que j'ai de beaucoup de patients qui me disent oui, mais c'est difficile de manger lentement parce que les gens autour de moi mangent vite. Et donc, sinon, je me retrouve toute seule à la fin. Encore une fois, c'est pas grave non plus. Juste à la fin, vous leur dites moi, je continue à manger doucement, je mange doucement, c'est important pour moi. C'est OK, en fait. Il n'y a pas de raison que vous respectiez plus facilement le rythme des autres que eux ne respectent le vôtre. On va repartir sur les slides. Je continue un petit peu. Alors, souvent, ce que vous mangez, donc je ne sais pas où vous mangez tous le midi, si vous mangez au travail, si vous apportez, si vous avez des cantines, etc. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être sympa de parler rapidement de toutes les bonnes ou mauvaises idées de la salade
de la salade en passant par le Pokéball, du sandwich, etc., vous dire les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de repas, en fait. Parce que parfois, on a des idées reçues et je pense que ça peut être intéressant d'avoir une petite idée sur tout ça. Alors, déjà, la salade Carrefour. La salade qu'on achète au Monoprix, la salade qu'on achète au supermarché, que ce soit les salades... Déjà, il y a une différence à faire entre les salades qu'on compose soi-même, je sais qu'ils font ça avec des barres à salade, et les salades toutes faites qu'on achète. Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels, ils ont des obligations très importantes de rentabilité. Ce qui leur coûte cher, c'est les protéines, tout ce qui est viande, poulet, poisson, etc. Donc, ils ont tendance, sur les salades qui sont déjà faites, à mettre une quantité de protéines qui est trop basse, malheureusement. Les protéines, c'est hyper important parce que ça participe au renouvellement de notre capital musculaire et ça participe également à notre satiété, en fait. Donc, du coup, il faudrait qu'il y ait un peu plus de protéines. Donc, moi, typiquement, les salades qui sont déjà faites, je ne les recommande pas parce qu'elles sont trop légères, de manière générale. Même sur les féculents, il n'y en a pas assez. C'est souvent que des légumes, en fait. Donc, je trouve que ce n'est pas bien équilibré. Il faudrait ou rajouter des protéines ou rajouter un peu de féculents. Donc, moi, je les trouve trop légères. En revanche, les barres à salade qu'ils font dans certains supermarchés, ça peut être une bonne alternative parce que ça peut vous permettre de composer votre repas vraiment en fonction des quantités dont vous avez besoin, en fonction de votre ressenti et en fonction aussi de ce qui est important, ce qui est bon pour vous. Donc ça peut être bien et pas bien. Boulangerie, alors souvent, moi je trouve que dans tout ce qui est boulangerie, ils ont tendance à faire des formules avec une boisson, un dessert. Et que vous n'auriez pas forcément mangé vous-même. Donc c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec soit une salade, soit une quiche, soit un sandwich, et puis pour 1 € de plus, vous avez de la boisson ou le dessert, etc. Donc ça tente à consommer des aliments sucrés. Sauf que dans une boulangerie, ça va être souvent des tartes aux fruits, des religieuses, des choses comme ça, des choses qui sont très sucrées. Là, encore une fois, il y a le cumul du dessert plus de la boisson, donc ça va faire beaucoup de sucre d'un coup. Donc moi, je trouve pas hyper intéressant. Donc boulangerie, il faudrait se limiter à juste au plat, dans ce cas-là, ou prendre une bouteille d'eau avec et un yaourt avec un coulis ou une chose comme ça, mais éviter les pâtisseries au quotidien. Les pasta box, vous savez, les trucs qu'on trouve dans le supermarché qu'on a juste à faire réchauffer, alors ça, c'est pas une bonne idée parce que c'est beaucoup de glucides. Vous n'avez aucun légume, aucune protéine, donc c'est beaucoup de glucides. Quand vous consommez beaucoup de glucides, justement, ça a tendance à donner ce coup de barre juste après parce que c'est difficile à digérer. Et puis, ça augmente très rapidement votre taux de sucre dans le sang. Quand vous augmentez rapidement votre taux de sucre dans le sang, il y a une hypoglycémie réactionnelle derrière qui vous donne faim. Donc, c'est pas forcément intéressant. Ensuite, sandwich, alors ça dépend de la composition du sandwich. Déjà, vous pouvez faire des sandwichs vous-même et les rapporter. Vous prenez un peu de pain complet, du jambon, des légumes, ça peut vous faire un repas équilibré. Sandwich, quand on fait jambon fromage, par exemple, c'est moins bien équilibré que quand on prend un poulet crudité qui va apporter au moins un peu de légumes. Donc ça dépend de ce que vous consommez comme type de sandwich. Il faut éviter au maximum tout ce qui est sandwich triangle, choses comme ça, parce que là, déjà, les quantités sont trop petites. Et puis, il n'y a vraiment que des glucides. En général, c'est du pain blanc, c'est pas forcément très intéressant. Les sachets de féculents, les sachets de riz, de quinoa, choses comme ça. Alors, consommer tout seul, c'est pas intéressant parce que ça fait comme les pasta box, ça vous fait trop de glucides. En revanche, utiliser pour faire de l'assemblage avec un peu de salade, une boîte de thon, ça peut être très intéressant. Donc ça peut être une bonne alternative. Les commandes type frichti, choses comme ça, c'est pareil, ça dépend des plats, mais il y en a qui sont quand même très corrects en fait. Alors il faut faire attention aussi aux formules qui rajoutent boisson dessert, parce que là ça peut vite déséquilibrer, mais ça peut être une alternative assez intéressante. Après, ça coûte cher. Il y a quelqu'un qui a mis quel pain faut-il privilégier, Sandrine? Alors plutôt le pain complet, en fait, il va être plus riche en fibres, donc il va augmenter moins rapidement le taux de sucre dans le sang, donc ça va créer une meilleure satiété. Les Pokéballs, alors les Pokéballs en fonction de la composition, ça peut être intéressant aussi. Simplement, il y a beaucoup de riz en général. Et puis, il faut faire attention sur les sauces qu'on rajoute, parce que la sauce soja salée, elle est très salée, typiquement. Les sauces soja sucrées, ça apporte du sucre un peu pour rien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pareil, sur le sushi, en fait, Pokéball sushi, ça a une connotation dans la tête des gens très saine, mais le riz, quand il est vinaigré, le riz qui colle, en fait, il augmente très très rapidement le taux de sucre dans le sang. Il a un index glycémique élevé. Donc, il faut faire aussi attention un peu à ça, parce que ça, c'est pas forcément très très intéressant non plus.
Voilà pour les petites bonnes ou mauvaises idées. J'ai quelqu'un qui est James a mis sandwich, pain complet, viande blanche ou œuf, salade, oignon, un peu de Saint-Mauré, avocat. C'est bon, et ben exactement, et c'est plutôt simple. Alors Dashbox, ça doit être quelque chose qui livre des repas, je ne connais pas. Pasta box, glucides de mauvaise qualité, nourriture transformée, plus de protéines et chair. Exactement, ça, je suis d'accord avec vous. Rien de mieux que de composer soi-même sa salade plutôt que de prendre ouais, exactement. Alors, on peut garder le dessert pour l'après-midi, oui, par rapport à ce que je disais sur la boulangerie, etc. Sauf que si on fait un dessert sucré tous les après-midi de la semaine, bah, ça fait quand même beaucoup de sucre en fin de semaine, au final. Donc, vaut mieux faire une collation un peu saine, type apporter des amandes, des noix, des noisettes, des fruits, éventuellement même une tranche de pain complet avec du chocolat. Ça sera beaucoup moins sucré que de consommer une religieuse tous les après-midi. Donc, voilà, encore une fois, à réfléchir. Alors, je continue pour qu'on ait un peu de temps de questions-réponses à la fin. Donc déjà, je voulais vous donner des exemples de repas. Une assiette végétarienne bien équilibrée, une assiette omnivore bien équilibrée, c'est la moitié de légumes, en fait. Quand vous consommez la moitié de légumes, ça vous garantit de vous apporter la bonne quantité de légumes. Donc, dans tous les cas, que vous soyez végétarien ou non, il faut que la moitié de votre assiette, elle soit composée de légumes, qu'ils soient crus ou cuits. C'est important d'essayer de garder un peu de légumes crus tous les jours, parce que quand on consomme 0 légumes crus, on perd une grosse partie des vitamines de notre alimentation. Ensuite, c'est important d'avoir un quart de féculents, riz, pâtes, pain, pommes de terre, etc. Parce que eux, c'est ce qui nous apporte de l'énergie sur le long terme. Donc si vous n'en consommez pas, en fait, le midi, ce qui est le cas de plein de gens, bah, vous avez forcément très faim dans l'après-midi et très faim le soir, et donc vous craquez beaucoup plus. Donc là, vraiment important de laisser ce quart de féculents, si possible, quand vous êtes chez vous ou que vous en trouvez à l'extérieur, plutôt des féculents complets. Et c'est important d'avoir un quart de protéines. Alors là, sur le dessin, c'est des protéines animales, mais ça peut être aussi des protéines végétales, type lentilles, pois chiches, pois cassés, toutes les légumineuses. Et dans ce cas-là, c'est important de les associer à des féculents. Parce que dans les protéines animales, en fait, on retrouve tous les acides aminés qui créent les protéines animales, justement. En revanche, dans les aliments d'origine végétale, il faut les associer correctement pour avoir une bonne complémentarité des acides aminés qui créent les protéines. Donc, ne pas hésiter à bien associer les deux. Donc voilà pour la composition. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous donne des exemples. Donc ça peut être tout simplement une base salade avec des morceaux de blanc de poulet et du quinoa. Ça peut être une base salade avec des lentilles et du riz. Ça peut, pour un repas végétarien. Ça peut être une base lentilles avec des carottes et du quinoa, typiquement, pour un repas végétarien. Il faut vraiment garder ces 3 composantes, mais sans vouloir faire de la grande cuisine. Hein. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de se dire comment je pars sur tout ça pour équilibrer mon assiette correctement. Alors, je prends des petites questions sur tout ça. Passer 50 ans pour une femme, ma diététicienne me dit féculents sur un seul repas à 25% de l'assiette, qu'en pensez-vous? Alors, 25%, donc c'est un quart de votre assiette, effectivement. C'est important dans ce cas-là de laisser au moins le midi, parce que si vous n'en mangez pas le midi, vous allez avoir trop faim le soir et ça ne va pas être tenable en fait. Mais oui, je pense que c'est une bonne logique. C'est vrai qu'à partir de 50 ans, notre métabolisme de base, notre capacité naturelle à brûler des calories, elle décroît. Donc on a moins besoin de glucides, surtout si vous ne bougez pas beaucoup. Comment faire quand on digère mal les légumes crus? Pour remplacer par des légumes cuits et peut-être essayer de consommer des fruits crus à la place en fait. Et puis peut-être que vous ne digérez pas mal tous les légumes, donc il faut essayer de voir un peu en fonction de votre tolérance personnelle ce que vous pouvez modifier. Alors il y a une question de Nathalie qui est très intéressante. Les légumineuses peuvent-elles remplacer les féculents? Oui, c'est possible. Et surtout, c'est très intéressant les légumineuses parce que ça a un index glycémique plus bas que les féculents. Donc ça veut dire que ça augmente moins rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc complètement, vous pouvez remplacer les féculents par des légumineuses. Comment réussir à appliquer tous ces super conseils? Merci. Quand on a de grosses journées de boulot, plus les enfants, la maison, etc. Perso, je suis KO le soir, je comprends totalement. Donc ça peut être vraiment, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment bien de préparer à l'avance, en fait. Le fait de préparer un peu à l'avance le week-end pour la semaine, ça peut être intéressant, vous faire gagner du temps au quotidien. Et donc du coup, vous serez moins fatigué tout simplement en arrivant. Nouilles sautées bon ou pas?
Bah, si c'est un plat que de nouilles, ça fait trop de glucides, c'est comme les pasta box, donc pas forcément très intéressant. Alors, le corps a besoin d'enzymes digestives différentes pour assimiler les féculents et viandes. Il est donc conseillé de ne pas mélanger les deux sur un seul repas. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis pas d'accord. Ça, ça part du principe du régime dissocié. Moi, je suis pas d'accord. Si on dissocie systématiquement, en fait, bah, c'est hyper déjà compliqué de manger à l'extérieur. Soit on a train et donc on grignote n'importe quoi, soit on a assez de protéines de manière générale. Par contre, le fait de faire un plat plutôt à tendance végétarienne le midi et protéines animales plus légumes le soir sans féculents, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est plus pour le repas du midi, ça peut être intéressant si vous préférez partir sur cette logique-là. Il y a Céline qui demandait les légumineuses, c'est-à-dire, alors les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots rouges, haricots noirs, edamame, choses comme ça. La patate douce est-elle un féculent? Oui, c'est un féculent, et de la même manière que le maïs est un féculent. Alors, est-ce que ces ratios sont adaptés si on a un métabolisme très rapide et donc faim relativement tôt dans l'après-midi? Alors, complètement. En fait, là, ce que je vous ai donné, moi, quand je vois des patients en libéral, je fais des plans alimentaires complètement personnalisés. Là, ce que je vous ai proposé, en fait, c'est du global. Voilà, c'est des grandes lignes, parce que vous êtes 1300 connectés, donc ça ne peut pas correspondre exactement à tout le monde, mais c'est des grandes lignes pour bien manger globalement, en fait. Ça marche, on reprend, il nous reste des petites minutes, donc j'essaie de continuer voilà, rapidement sur l'alimentation et le sport en pratique. Alors, quand on fait du sport, quand on a une pratique sportive un peu intense, il y a des petits conseils qui sont importants à mettre en place. Déjà, c'est de favoriser une alimentation qui va être riche en oméga 3 parce que ça permet de reconstituer le muscle mieux. Les oméga 3 ils sont importants quand on fait du sport. Ça, les oméga 3, on va les retrouver dans les huiles végétales, type huile de colza, huile de noix, utilisées plutôt en assaisonnement parce qu'elles sont sensibles à la chaleur. Et dans les poissons gras, tout ce qui est thon, saumon, maquereau, sardines, en limitant un peu thon, saumon, parce que c'est des poissons qui sont très pollués. Ensuite, il y a l'apport en magnésium qui est très très important quand on fait du sport, parce que ça limite un peu les courbatures et les contractions musculaires. Donc on va les retrouver dans les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc., et dans le chocolat noir. Il vaut mieux essayer de privilégier les féculents complets, donc tout ce qui est riz complet, pâtes complètes, pour éviter les variations de la glycémie, les variations du taux de sucre dans le sang, et donc avoir une meilleure énergie sur le long terme. Et vraiment, vraiment être vigilant sur l'hydratation. Alors souvent, on boit pendant qu'on fait du sport, ou surtout oui, pendant qu'on fait du sport, mais on oublie de boire avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est bien hydraté, on réduit le risque de se blesser, en fait. Tout ce qui est claquage, etc., ça augmente énormément quand on est déshydraté. Donc il faut s'hydrater avant de faire du sport. Il ne faut surtout pas démarrer en étant déshydraté. Et c'est aussi très important de savoir que ça augmente les performances musculaires. En fait, plus on est hydraté, quand on a une hydratation correcte, on a de meilleures performances sportives. Donc, on se fatigue moins vite. Et ensuite, le fait de bien boire après la pratique sportive, ça permet d'éviter les crampes et les courbatures. Donc, c'est très important également. Et je joins le geste à la parole une seconde. Et ensuite, on va terminer par quelques petites idées reçues qui peuvent être assez intéressantes voilà, je vais essayer de les reprendre parce que c'est des idées reçues qui ne sont pas forcément vraies. Alors, boire de l'eau fait maigrir. Eh bien, en fait, pas du tout. Boire de l'eau, ça évite de faire de la rétention d'eau. En fait, moins on est hydraté, plus notre corps regarde l'eau et plus on a tendance à gonfler. Donc, le fait de bien s'hydrater, quand on dit bien s'hydrater, c'est pour éviter de faire de la rétention d'eau. Mais ça ne fait pas perdre de gras, ça fait perdre du poids. Le chiffre, en fait, parce que la rétention d'eau, ça augmente notre poids, mais ça ne fait pas perdre du gras, ça ne fait pas maigrir en tout cas. De la même manière que l'ananas ne fait pas maigrir et qu'il n'y a aucun aliment qui fait maigrir, à partir du moment où un aliment apporte des calories, il ne fait pas maigrir en fait. En revanche, l'ananas, il y a de la broméline dedans, c'est une substance enzymatique assez intéressante qui augmente un tout petit peu le métabolisme et surtout, c'est un aliment qui est très riche en fibres, donc ça crée de la satiété en fait. Donc ça permet de manger un peu moins sur le reste du temps, tout simplement, mais ça ne fait pas maigrir. Ensuite, le chocolat donne des boutons. Alors, pas directement, mais c'est un aliment qui contient beaucoup de sucre en fonction de la qualité du chocolat que l'on consomme. Et ça crée de l'inflammation. En fait, plutôt que de réduire le chocolat, il faut réduire tous les aliments qui sont très riches en sucre. Parce que l'acné, c'est une maladie qui a une composante inflammatoire. Donc, quand on consomme trop de sucre,
ça augmente cette inflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure sur l'inflammation, mais je ne pourrais pas les aborder maintenant parce que c'est trop long, en fait. Mais notre alimentation, elle est vraiment riche en sucre. Donc, quand on a des problèmes inflammatoires, il faut réduire sa consommation de sucre en priorité. Ensuite, il faut éviter de boire en mangeant. Alors non, ça c'est pareil, moi j'ai plein de gens qui disent oui, il ne faut pas boire en mangeant, etc. Non. La plupart des personnes, elles ne s'hydratent pas assez, en général. Donc toutes les occasions sont bonnes pour boire, il faut augmenter son hydratation. Et c'est comme la vitamine C empêche de dormir, il ne faut pas se consommer de fruits au dîner. Non plus, on peut consommer un fruit au dîner, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça ne nous empêchera jamais de dormir. Donc c'est sans problème. La vitamine C, elle contribue surtout, principalement à notre système immunitaire. Mais en fait, c'est pas un truc qui donne, enfin, c'est un peu marketing, une sorte de vitamine C qui booste l'énergie sur le moment. Ça vous empêchera jamais de dormir, en fait. Ça booste surtout notre système immunitaire. Voilà. Et ben on va passer maintenant sur des questions. Donc peut-être que Thomas, qui travaille avec moi, va les prioriser. Je ne sais pas. Sinon, je le fais moi. Parce que, en fait, comme vous en posez beaucoup, je n'ai même pas le temps de les lire en même temps. Alors, première petite question, je les prends au hasard, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, quels sont les risques et comment les éviter dans notre assiette? Des tips et conseils, complètement. Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances qui sont présentes dans notre alimentation et qui perturbent notre système hormonal. Alors déjà, tout simplement, il faut éviter les emballages plastiques dans lesquels les aliments, quand les aliments sont en contact avec des emballages plastiques, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation. Il ne faut absolument pas faire chauffer les aliments dans des emballages plastiques. Ça, c'est vraiment hyper mauvais parce qu'en fait, le plastique est sensible à la chaleur et donc on va retrouver encore plus facilement ces perturbateurs endocriniens dans notre alimentation. Ensuite, quel est le meilleur moment pour faire du sport, avant ou après un repas? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la digestion, c'est quelque chose qui demande énormément en fait, ça demande de l'énergie, en fait, la digestion. Donc, si vous faites le sport juste après le repas, vous n'allez pas du tout avoir de l'énergie pour le faire. Donc, avant un repas, ça peut être mieux. On prend une petite collation relativement rapide avant pour quand même avoir de l'énergie. Effectivement, je vais trier les questions par vote et ce sera plus simple. Donc, Francesca, est-ce que vous conseillez le jeûne intermittent? Alors, souvent des questions sur le jeûne intermittent. Ça dépend de votre situation physiologique, ça dépend de votre but. Le but, c'est pas pour perdre du poids. Le but premier du jeûne intermittent, c'est plutôt pour mettre notre système digestif au repos et donc gagner un peu en confort digestif, relancer un petit peu son métabolisme de base. Si vous avez très faim le matin, si vous avez envie de grignoter, etc., moi, je le conseille clairement pas. Dans ce cas-là, ça peut être vraiment contre-productif et difficile. Jeûne intermittent, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas le fait de sauter le repas du soir, c'est plutôt sauter le repas du midi. Il y a une question sur... c'est plutôt sauter le repas du matin, pardon. Excusez-moi, je dis midi, n'importe quoi. C'est sauter le repas du matin, petit déjeuner. Ensuite, il y a une question sur... J'essaie de survoler, d'aller un peu vite pour que vous ayez des réponses. Quels sont vos conseils dans l'alimentation pour perdre du ventre? Alors, on ne peut pas vraiment perdre d'une partie du corps, en fait. On peut, en revanche, se sculpter avec le sport sur une partie du corps et on peut perdre du ventre en mangeant des aliments qui permettent d'être moins ballonnés. Donc, éviter, par exemple, trop de légumineuses, de lentilles, pois chiches, tout ça. Éviter de consommer des fruits en fin de repas quand il y a des glucides dans votre repas parce que ça fermente et ça fait gonfler. Éviter de consommer trop de crudités aussi. Ensuite, j'ai quelqu'un qui me met j'essaie de faire vite pour répondre au max. Peut-on parler des œufs SVP? Quelle quantité et à quel moment? Alors, les œufs, c'est une très bonne source de protéines qui est bien absorbée, c'est facile à consommer, ça coûte pas très cher. À partir du moment où vous n'avez pas de cholestérol, vous pouvez en consommer un peu tous les jours, même dans l'absolu, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui ont du cholestérol, on essaie de limiter à une dizaine par semaine. Donc, vous voyez, même comme ça, il y a de la marge. Prendre de l'eau citronnée au réveil, est-ce bien? Oui, ça permet déjà de se réhydrater, de booster un petit peu son système immunitaire, donc ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est pareil, ça ne fait pas maigrir. Un mot sur les œufs, quand et quelle quantité? Donc, quand vous voulez, ça peut être très bien au petit déjeuner comme sur les repas principaux. Et donc, une portion d'œufs égale au moins 2 œufs.
Ensuite, beaucoup d'autres débats sur le psychologue, dont j'ai répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Pardon. À la maison en télétravail, vite tenté par du grignotage accessible facilement, y a-t-il des astuces pour y remédier? Alors oui, complètement. En fait, moi, souvent, j'ai tendance à dire à mes patients d'essayer d'identifier, et puis on va finir sur ça, d'identifier en fait l'émotion qui déclenche cette envie de manger en fait. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de faire une pause? Est-ce que c'est parce qu'on est stressé, etc. Et surtout, en fait, des agréable pour vous, autre que de manger. Ça peut être boire un thé, ça peut être faire une petite pause 5 minutes en lisant un livre, ça peut être aller marcher 5 minutes tout simplement. Et trouver, voilà, je pense que là, la bonne chose à faire, c'est d'essayer de trouver une alternative, quelque chose d'agréable pour vous, de facile pour vous, autre que de manger à ce moment-là. Et je vais terminer sur ça. J'espère que c'était intéressant pour vous en tout cas. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez, voilà, si vous avez envie d'avoir donc une traduction plus sur moi, à trouver mon site. Donc, je suis Alexandra Murcier. Si vous voulez aussi des petites choses sur ce qu'il faut savoir, c'est que le replay sera disponible aussi. Vous aurez le replay à partir d'aujourd'hui. Mon Instagram, si vous voulez donc des idées de recettes, c'est Energetidiet. Voilà, si vous voulez le retrouver. Energetidiet pour les petites idées de recettes. Et puis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, une belle pause déjeuner du coup. Et j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Ah, quelqu'un qui me redemande le compte Instagram, donc c'est Energetidiet. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et demain, l'atelier portera sur la posture au bureau en télétravail. Pour ceux qui seront là demain. Pas avec moi. Très bonne journée à vous en tout cas. Merci Stéphane. Très bonne journée. Très bon après-midi.